C'était le tsunami frappant la côte est russe. Vous voyez, vers 19h30, hier soir à l'est, un puissant séisme de magnitude 8,8 sur l'échelle de Richter a frappé près de la péninsule de Kamatra, à l'extrême est de la Russie. Quelques minutes après le séisme, une alerte au tsunami a été lancée sur toute la côte est russe. Et ensuite, en moins de 30 minutes, des vagues atteignant 12 pieds, soit 4 mètres de haut, ont été enregistrées frappant la côte russe. Des alertes au tsunami ont ensuite été émises au Japon, à Hawaï et sur la côte est des États-Unis, puis à 2h du matin. Heure de l'Est, des vagues frappèrent la côte d'Hawaï et même la Californie, atteignant jusqu'à 5 pieds, soit environ 2 mètres. Pour l'instant, cependant, nous allons nous concentrer sur la côte russe, car le séisme et le tsunami se sont produits près d'une base navale stratégique russe, Reibatsky, située sur la péninsule de Kamats. Nous allons examiner les dégâts causés et les informations dont nous disposons actuellement. Mais d'abord, regardons quelques images du tsunami. La séquence suivante est l'une des plus choquantes que j'ai jamais vues. Pendant que le tremblement de terre avait lieu, une opération chirurgicale était en cours dans un hôpital à Kamatax. Alors que l'hôpital s'est mis à trembler, le patient était sous anesthésie. Donc les chirurgiens ne pouvaient pas simplement abandonner l'intervention, ni la réveiller, car cela n'aurait servi à rien. Le personnel de l'hôpital a donc commencé à tenir la table d'opération pour garantir la sécurité de la patiente. Heureusement, l'opération a été un succès, et tout s'est bien passé même après le tremblement de terre. Passons maintenant aux aspects moins favorables pour la Russie. Et cela concerne spécifiquement la base navale russe près de l'épicentre du tremblement de terre. Vous voyez, à seulement 110 km, soit environ 60 miles de l'épicentre, se trouve la base de sous-marins russes de Rejachine, également connue sous le nom de Nid de Frelon. C'est là que se trouve l'une des plus grandes concentrations d'armes nucléaires et de plateformes de lancement stratégiques de la Russie. La base est un élément central de la flotte du Pacifique de la Russie et accueille plusieurs classes de sous-marins nucléaires, dont le projet 667 Delta III, projet 995 Bory et bien d'autres. Ensemble, ces sous-marins sont capables de lancer des centaines d'ogives nucléaires et représentent un élément central de la dissuasion stratégique de la Russie. La base navale de cette ville est l'une des plus anciennes du pays. Elle a-t-elle été mise en service en 1904 ? Selon les médias, la flotte du Pacifique a été rééquipée ces dernières années. Entre autres, 2 nouveaux sous-marins nucléaires ont été transférés dans la région. Cependant, de nombreuses unités remontent à l'ère soviétique. Comme le rapporte le ministère australien de la Défense et l'Institut naval des États-Unis, la flotte a été négligée pendant longtemps. De nombreux navires ont été désarmés après la guerre froide et certains n'ont pas été remplacés. Dans le cadre d'un programme de modernisation en cours jusqu'en 2027, la flotte du Pacifique n'a reçu qu'une attention marginale. La flotte reste néanmoins stratégiquement cruciale pour la Russie. En plus de la dissuasion nucléaire, elle vise également à marquer la présence de la Russie, notamment face au Japon et à la Chine, qui ont également renforcé leurs capacités militaires. Alors que les sous-marins modernes sont conçus pour résister à la pression sous-marine et au choc, les infrastructures terrestres, y compris les dépôts de stockage de missiles, les systèmes d'amarrage et les installations de maintenance nucléaire, sont beaucoup plus vulnérables aux dégâts sismiques. Si une partie des systèmes de commandement et de contrôle étaient compromises, les conséquences pourraient être graves, non seulement pour la Russie, mais aussi pour la stabilité nucléaire mondiale. Contrairement aux centrales nucléaires civiles, dont les protocoles de sécurité sont fortement surveillés, les installations militaires fonctionnent souvent sous un voile de secret. Il reste incertain quels protocoles d'urgence, le cas échéant, ont été activés sur cette base après le séisme, et si la Russie est prête à gérer une crise en cascade sur une base abritant des missiles balistiques lancés par sous-marins capables d'atteindre les États-Unis ou l'Europe. Si vous regardez votre écran, vous pouvez voir que l'infrastructure est située directement le long du littoral et surélevée d'environ 3 à 6 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'étendue des dégâts causés par le séisme lui-même reste incertaine. Concernant le tsunami, si les vagues dépassent 3 mètres,
un impact sur l'installation est à prévoir. Des rapports ultérieurs indiquent que les vagues du tsunami atteignaient 3 à 4 mètres de hauteur. Malheureusement, la censure russe dans cette région était déjà extrêmement forte même avant ce tremblement de terre, et elle n'a fait qu'augmenter depuis, car les responsables russes ne veulent pas que les citoyens partagent des vidéos et des images de sites importants que l'Ukraine ou peut-être quelqu'un d'autre pourrait utiliser pour exploiter la faiblesse russe. En plus de cela, la Russie utilise également des bots sur des sites étrangers comme YouTube, où ils mettent des pouces rouges à toute vidéo qui critique Vladimir Poutine. Rendez-nous un grand service en cliquant sur le bouton j'aime, et en vous abonnant juste en dessous, cela nous aide vraiment dans l'algorithme. Pour revenir à la Russie, dans les prochains jours, les images satellites nous donneront plus de détails sur l'ampleur des dégâts. Mais pour l'instant, voici ce que nous voyons lorsque nous consultons les réseaux sociaux russes, pour vérifier si quelqu'un partage des vidéos ou des images des dégâts, surtout près de la base navale du Pacifique. Et ce n'est pas seulement dans cette région. Poutine a eu peur que les Russes se retournent contre lui partout en Russie. Et c'est pourquoi le Service fédéral de sécurité diffuse en fait des publicités à la télévision d'État russe pour dire aux gens de ne pas s'opposer à Poutine. Voici juste un exemple de l'une de ces publicités. Maman, papa, je vais chez Max. Pendant tout ce temps, l'administration Trump a continué de faire pression sur l'Inde et la Chine, deux pays qui ont aidé la machine de guerre russe. Poutine a pu contourner les sanctions uniquement parce que certains pays acceptent d'acheter son pétrole. Des pays sont prêts à lui donner de l'argent, alors même qu'il mène son invasion insensée de l'Ukraine. Mais maintenant, les États-Unis ciblent les pays qui soutiennent cette guerre, pas seulement la Russie. Voici ce que Trump a tweeté sur l'Inde. Parlons maintenant de la Chine. Rappelez-vous, même si l'Inde hante est notre amie, au fil des années, nous avons fait relativement peu d'affaires avec elle parce que ses tarifs sont beaucoup trop élevés, parmi les plus élevés au monde, et elle a les barrières commerciales non monétaires les plus strictes et les plus désagréables de tous les pays. De plus, ils ont toujours acheté la grande majorité de leur équipement militaire à la Russie, et sont, avec la Chine, le plus grand acheteur d'énergie de la Russie, à un moment où tout le monde veut que la Russie cesse de tuer en Ukraine. Toutes ces choses ne sont pas bonnes. L'Inde devra donc payer un tarif de 25%, ainsi qu'une pénalité pour ce qui précède à partir du 1er août. Merci de votre attention à ce sujet. Il est important de préciser, je suppose, que ces 25% n'incluant pas la menace de 100% dont le président Trump a parlé à la Russie. Et la Russie a un délai de 10 jours pour négocier un cessez-le-feu. Sinon, les pays qui achètent du pétrole russe, comme l'Inde, la Chine, le Brésil, la Turquie, seront confrontés à un tarif de 100% sur tout ce qu'ils envoient aux États-Unis. Ce tarif pourrait aller jusqu'à 500% parce que nous avons un projet de loi au Sénat qui bénéficie d'un soutien bipartisan. 90 sénateurs le soutiennent. En politique américaine, comme dans celle de n'importe quel autre pays, il est presque impossible d'obtenir 90% de soutien pour quoi que ce soit, même si la moitié de notre public est en dehors des États-Unis. Et le fait que ce projet de loi ait 90% des sénateurs qui le soutiennent montre vraiment à quel point les États-Unis veulent mettre la pression sur les pays qui soutiennent la Russie. Un autre sujet à surveiller est les négociations commerciales en cours entre les États-Unis et la Chine. Pour une raison inconnue, le président Trump accorde à la Chine des délais supplémentaires de 90 jours à plusieurs reprises. Un point clé des négociations a été le soutien chinois à la Russie, qui va au-delà des achats de pétrole. En fait, la Chine est l'un des rares pays qui soutient réellement la Russie sur le plan militaire. Nous avons trouvé de nombreux drones à l'intérieur de l'Ukraine, lancés par la Russie, qui étaient composés à 100% de pièces provenant de Chine. En résumé, la Chine livre des drones à la Russie, qui s'en sert pour tuer des civils en Ukraine, et les États-Unis cherchent à y mettre un terme. Et c'est un point qui fait l'objet de négociations dans les discussions commerciales en cours.
Ici, nous avons le secrétaire au Trésor Scott Bessant, qui a été l'acteur clé dans ces négociations, partageant ce qu'il dit à la Chine concernant la manière dont elle doit gérer la Russie. Écoutons-le. Quel a été votre message aux Chinois concernant le pétrole russe? Leur avez-vous dit qu'ils étaient avertis et qu'ils devaient commencer à se retirer? Eh bien, nous avons expliqué que ce n'est pas seulement le président, mais aussi ce qui se passe au Sénat américain. Et il est difficile d'imaginer qu'une chose puisse obtenir 80 ou 90 voix bipartites au Sénat américain, à part un projet de loi qui donnerait au président le pouvoir discrétionnaire d'appliquer des droits de douane secondaires sur le pétrole russe sanctionné. Je crois que c'est de 0 à 500%. Je crois qu'il a utilisé 100%. Et nous avons entendu plusieurs de nos homologues européens, alliés de l'OTAN, même le Canada, dire qu'ils allaient suivre cette mesure. Donc, nous nous attendons à ce que la plupart des membres de l'Alliance occidentale qui soutiennent l'Ukraine fassent de même. Donc, je pense que toute personne qui achète du pétrole russe sanctionné devrait s'y préparer. Quelle a été leur réponse à cet avertissement? Les Chinois prennent leur souveraineté très au sérieux. Nous ne voulons pas porter atteinte à leur souveraineté. Ils sont prêts à payer une taxe douanière de 100%. Maintenant, regardons un peu la Russie. Parce que ce qui est drôle, c'est que la propagande russe est très forte, surtout à l'intérieur de la Russie. Parce que les citoyens russes n'ont absolument pas peur des sanctions. Principalement parce qu'ils ne comprennent pas vraiment la pression que cela exercerait sur l'économie russe. Mais aussi parce que les citoyens russes croient non vraiment que la Russie est le pays le plus riche du monde. En fait, ils sont tellement riches, disent certains citoyens russes, que la Russie peut se permettre de distribuer de l'argent gratuitement à ses citoyens sans subir aucune conséquence. Écoutez la réaction russe à l'ultimatum de Trump. Bien sûr, il menace. Toutes les sanctions sont menaçantes. Ce sera terminé. Nous sommes autosuffisants. Nous avons déjà tout le nécessaire. Quel serait l'intérêt d'accepter de l'aide extérieure? Oui, nous avons un peu de retard sur Sony, mais sinon, on vit bien. Rien ne nous menace. Comment ça? Tout simplement, La Russie est un grand pays, plus grand que l'Amérique. Ces sanctions, tout d'abord, comme je l'ai déjà dit, la Russie est un grand pays et nous avons plus d'opportunités en termes de ressources. Où va le pétrole? Pour l'exportation. Le gaz est destiné à l'exportation. Alors, qu'est-ce que leurs sanctions nous importent? Nous avons une production internationale bien développée, donc leurs sanctions n'entraveront rien. Je ne pense pas, parce que nous avons un pays riche, le plus riche du monde. On devrait naître en tant que retraités. déjà. Ouais. Donc ils ne nous influenceront certainement pas avec ça?